Créé par deux jeunes auteurs débordants d'imagination, Jerry Siegel et Joe Shuster, un nouveau héros fait ses débuts dans le tout premier numéro d'Action Comics. Je veux bien sûr parler de Superman. À première vue, personne n'aurait misé sur cet être venu d'une autre planète. Et pourtant, le succès est foudroyant dès 1938. En quelques mois, ce justicier en collant bleu et rouge devient une icône, inspirant toute une génération de personnages costumés. Très vite, le personnage s'invite sur tous les supports. Feuilletons radiophoniques, dessins animés, séries télévisées, jusqu'à incarner à lui seul l'esprit de la culture populaire. Mais c'est en 1978, avec le projet ambitieux de Richard Donner, que la légende s'apprête à marquer durablement le grand écran. Ce passage au cinéma à la fin des années 70, on le doit à la vision d'un jeune producteur, Ilyas Al-Qaïd. Fils d'Alexander Salkide, figure bien connue du milieu, il imagine dès 1973 une adaptation spectaculaire des aventures du héros. Mais le chemin vers cette super production ne sera pourtant pas de tout repos. Ce n'est qu'en novembre 1974, après des négociations serrées avec DC Comics, que les droits sont finalement acquis. Très impliquée, la maison d'édition souhaite valider elle-même les têtes d'affiche envisagées. Parmi les candidats considérés pour le rôle principal, on trouve des noms très étonnants. Mohamed Ali, mais aussi des pointures comme Al Pacino, James Caan, Steve McQueen, Clint Eastwood ou encore Dustin Hoffman. Face à l'ampleur du projet et à des coûts faramineux, les producteurs prennent une décision audacieuse, tourner 2 longs métrages en parallèle. Ils scellent également un partenariat de distribution avec la Warner. Côté écriture, plusieurs grands noms sont approchés. William Goldman décline, tout comme Lee Brackett. Alfred Bester, romancier réputé dans la science-fiction, livre un premier traitement, mais le producteur Alexander le juge insuffisamment connu pour attirer le public. Il se tourne alors vers Mario Puzo, auteur du roman Le Parrain, qui accepte de rédiger le script pour la somme impressionnante de $600 000. Quant à la mise en scène, les négociations sont tout aussi mouvementées. Coppola, Friedkin, beaucoup de cinéastes sont contactés. George Lucas refuse le projet poliment, entièrement absorbé par son propre space opéra. 20th Century Fox présente. Et voilà, ils arrivent. Que la force soit avec vous dans la guerre des étoiles. Ensuite, un autre nom retient l'attention, celui de Steven Spielberg. À l'époque, il est encore perçu comme un jeune prodige du cinéma en devenir. Pourtant, le producteur préfère jouer la prudence et attendre de voir le résultat de son prochain film avant de lui confier les clés d'un blockbuster aussi ambitieux. Et lorsque Les Dents de la Mer déferlent sur les écrans en 1975 et pulvérisent les records d'entrée, les producteurs changent aussitôt d'avis et proposent le poste à Spielberg évidemment. Mais trop tard, il est déjà engagé sur Rencontre du troisième type. La réalisation est alors confiée à Guy Hamilton, connu pour avoir orchestré plusieurs aventures de James Bond. Pendant ce temps, Mario Puzo livre en juillet 1975 le scénario des 2 volets à venir. D'ailleurs, au début de cette année-là, un véritable coup de théâtre survient. Les producteurs décrochent la participation de Marlon Brando, légende vivante du 7e art, pour incarner le père biologique du héros. Le contrat signé est astronomique, presque $4 millions de salaire, plus environ 12% des recettes brutes, soit près de 19 millions au final. Pourtant, la première rencontre avec Ilia frôle le surréalisme. Fidèle à sa réputation fantasque, Brando propose que son personnage prenne la forme d'une valise verte ou d'un bagel parlant, doublé par sa propre voix. Je n'ai jamais manqué de bon sens. Cette folie est la vôtre. Face à ce moment d'égarement, c'est Richard Donner qui sera confirmé comme metteur en scène qui réussit à rattraper la situation. Avec tact et flatterie, il convainc la star d'apparaître physiquement dans le rôle. Le contrat stipule qu'il ne tournera que durant 12 jours, et fidèle à ses habitudes, il refuse d'apprendre son texte, préférant lire ses dialogues sur des fiches disséminées un peu partout sur le plateau. Je n'ai pas l'habitude de faire des rapports sans fondement. Quelques jours plus tard, c'est Gene Hackman, tout aussi oscarisé et incontournable, qui accepte d'interpréter le rôle du grand méchant. Pauvre détraqué mental, ôte-toi de là. Je te l'avais dit, c'est de la kryptonite, Superman. Avec 2 pointures pareilles dans la distribution, l'urgence devient immédiate. Tourner toutes leurs scènes au plus vite avant qu'ils ne soient happés par d'autres projets. Même si les producteurs se disent globalement satisfaits du travail de Mario Puzo, ils jugent vite ces scripts trop verbeux et imposants. Pour alléger le tout, ils font appel à Robert Benton et David Newman, mais Benton, retenu par la réalisation de The Late Show, quitte rapidement le projet, laissant place à Leslie Newman, l'épouse de David. En juillet 1976, la version retravaillée par les Newman est enfin prête et a été soumise aux producteurs. L'approche est résolument plus légère, parfois même un brin kitsch, comme en témoigne un clin d'œil improbable à Kojak avec l'apparition fugace de Telly Savalas dans son célèbre rôle. Tire-toi, Kojak! À
À ce stade, le script combiné des 2 volets dépasse les 400 pages, un monstre de papier impossible à filmer tel quel. La pré-production débute dans les studios à Rome. On y construit les premiers décors et on teste diverses techniques pour simuler les scènes de vol. Hélas, le résultat est catastrophique. Ilyas Al-Qaïd admettra avoir perdu près de 2 millions de dollars dans des expérimentations ratées. Et quand même malheur n'arrive jamais seul, un nouveau coup dur frappe l'équipe. Marlon Brando découvre qu'il ne peut tourner en Italie, visé par un mandat d'arrêt pour obscénité sexuelle en lien avec son rôle controversé dans le dernier Tango à Paris. Face à cette impasse, la production déménage en urgence en Angleterre à la fin de l'année 1976. Et c'est à ce moment-là que ce transfert signe aussi le départ de Guy Hamilton, incapable de les suivre pour des raisons fiscales et de santé. Il faut donc trouver un nouveau capitaine pour diriger ce paquebot en perdition. Et c'est là que les producteurs découvrent La Malédiction, réalisée par un certain Richard Donner. Impressionné par sa maîtrise, il le recrute début 1977 avec un contrat d'1 million de dollars pour superviser les 2 films. Alors qu'il planchait déjà sur une suite de La Malédiction, Donner accepte sans hésiter, mais pose immédiatement une condition, tout reprendre à zéro. À son arrivée, il découvre une production chaotique. Et en plus de ça, il n'aime pas le scénario, il le trouve trop kitsch et irréalisable. Il appelle donc en renfort Tom Mankiewicz qui réécrit l'ensemble. Selon lui, pas une ligne du script de Puzo n'a été conservée. Il ne s'est pas contenté de simplifier l'histoire, il a apporté aussi des idées majeures comme l'attribution de blasons distinctifs aux familles kryptoniennes. Une trouvaille qui donnera du sens au fameux S porté fièrement sur la poitrine du héros. Je vous tiens. Malgré son rôle crucial, la Writer Guild of America refuse de le créditer officiellement. Solidaire, le réalisateur contourne la règle en lui attribuant le titre inédit de consultant créatif aux grandes dames de la guilde. Avant même l'arrivée de Donner, la recherche du visage de l'homme d'acier bat son plein. De nombreuses stars sont approchées comme Robert Redford, Sylvester Stallone, Paul Newman, mais les cinéastes souhaitent un inconnu. C'est alors que l'Install Master suggère Christopher Reeve. Jugé trop jeune et pas assez convaincant, il n'est pas pris tout de suite. Plus de 200 autres candidats auditionnent, dont le champion olympique Bruce Jenner. Et c'est finalement Patrick Wayne qui décroche le rôle avant d'y renoncer, pour rester auprès de son papa John Wayne, atteint d'un cancer. Parmi les candidats les plus inattendus pour enfiler la cape rouge, on retrouve Arnold Schwarzenegger qui tente activement de décrocher le rôle sans succès. Le processus de casting devient si long que même le dentiste de l'épouse d'un des producteurs finit par passer un essai. Et évidemment, ça le fait pas. Donc, le directeur de casting revient avec sa première idée et réussit à convaincre Richard Donner d'accorder une audition à Christopher Reeve en février 1977. Et là, c'est la révélation. Dès les premiers essais, le jeune homme séduit toute l'équipe. Je vous sers un verre de vin ? Non merci, quand je vole, je ne bois pas. Bien qu'on lui propose de porter une combinaison rembourrée, il refuse catégoriquement et opte pour un entraînement physique intensif avec David Prowse, qui est principalement connu pour avoir incarné Dark Vador dans les premiers Star Wars. Résultat, il passe de 85 à 96 kg pour le rôle. Malgré cet investissement impressionnant, l'acteur ne touche que 250 000 $ pour les 2 premiers volets. Loin de se plaindre, il dira plus tard que ce rôle lui a offert toutes les opportunités dont il rêvait à Hollywood. Vous savez ce qui m'est arrivé pendant que vous batifoliez dans les nuages ? Le tournage débute officiellement le 28 mars 1977 en Angleterre avec les séquences spectaculaires sur Krypton. Ce projet titanesque devient très vite le film le plus cher jamais produit avec un budget colossal de 55 millions de $. Initialement prévu sur 8 mois, le tournage durera finalement 19 mois jusqu'en octobre 1978 à cause de nombreuses complications techniques et logistiques. Impressionné par les premières images de Krypton, la Warner décide d'étendre la sortie internationale du film, injectant même 20 millions de $ supplémentaires pour acquérir les droits de diffusion télé. Pour recréer Metropolis, la production utilise les rues de New York tout en s'appuyant sur des décors gigantesques. Mais malgré la richesse visuelle du projet, les tensions en coulisses vont crescendo. Richard Donner se retrouve régulièrement en conflit ouvert avec les producteurs. Les dépassements de budget et les retards s'accumulent et la communication entre les deux camps devient quasi inexistante. Donner finit par travailler sans planning précis, usé par l'ambiance tendue. Pour calmer les choses, Richard Lester, qui avait déjà collaboré avec les producteurs sur Les Trois Mousquetaires, est appelé à la rescousse en tant que coproducteur temporaire. Sa mission ? Jouer les médiateurs entre Donner et les producteurs qui ne s'adressent même plus la parole. Alors que l'ambiance sur le plateau devient de plus en plus électrique, Richard Lester se voit proposer un crédit officiel en tant que producteur. Mais il décline l'offre, préférant rester en retrait, estimant que son implication ne relève pas de la mise en scène. En réalité, sa présence n'a rien d'anodin. Pour Ilyas Al-Qaïd, c'est une sécurité.
En cas de départ précipité du réalisateur, Lester serait prêt à reprendre la barre. Donner, lucide, voit clair dans son jeu. La méfiance est immédiate. À sa décharge, Lester respecte les règles. Il promet de ne jamais s'incruster sur le plateau sans invitation, de ne pas assister aux projections de Rush sans autorisation et de faire profil bas, sauf en cas de nécessité. Alors que le tournage s'enlise, une décision stratégique est prise, mettre temporairement de côté Superman 2 pour concentrer toutes les ressources sur le premier opus. À ce stade, Donner avait pourtant déjà filmé près de 75% de la suite. Mais si Superman ne cartonne pas au box-office, la suite pourrait tout bonnement rester dans les cartons. Sur le plan technique, le film repousse les limites de l'époque. Maquettes géantes, effets mécaniques, innovation visuelle inédite, rien n'est laissé au hasard. Mais le plus gros défi reste évidemment le vol. 3 techniques principales sont mobilisées. Des câbles pour les envols et atterrissages, la projection frontale pour les scènes à 2 et surtout le procédé révolutionnaire Zoptic. Ce système innovant, mêlant zoom optique et fond projeté, donne une impression saisissante de mouvement dans l'espace. Si certaines scènes requièrent des doublures, Christopher Reeve tient à réaliser lui-même un maximum de vols. Suspendu parfois à plus de 15 mètres du sol, il impressionne par son engagement physique autant que par sa prestance naturelle dans le costume. Pour donner l'illusion parfaite du vol, les câbles utilisés sont souvent effacés, évidemment, en post-production. Dans d'autres plans, leur discrétion suffit à les rendre invisibles. Certains effets visuels naissent presque par accident. Le matériau réfléchissant utilisé pour la projection frontale reflète si bien la lumière qu'il est réutilisé pour les costumes des Kryptoniens, créant cette aura presque surnaturelle qui les entoure à l'écran. Le tournage ne manque pas d'ingéniosité. Pour simuler un tir surpuissant du jeune Clark, l'équipe utilise un ballon en bois propulsé à l'air comprimé. A l'origine, c'est Jerry Goldsmith, déjà collaborateur de Richard Donner sur La Malédiction, qui devait composer la bande originale. Des extraits de La Planète des Singes sont même utilisés dans la toute première bande-annonce. Mais un emploi du temps trop chargé pousse Goldsmith à renoncer. C'est alors John Williams qui entre en scène. Le maestro enregistre la musique avec le prestigieux orchestre symphonique de Londres. Sa partition, composée en toute fin de production, devient rapidement légendaire. Cette bande originale est unanimement saluée pour son souffle héroïque et sa capacité à incarner l'esprit du film. Avec ça, Williams va même décrocher une nomination aux Oscars. Initialement prévu pour juin 1978 à l'occasion du 40e anniversaire du premier numéro d'Action Comics, la sortie est malheureusement repoussée de 6 mois à cause des innombrables retards de production. Le long métrage n'est achevé qu'en octobre et selon le monteur Stuart Baird, sa sortie en décembre tient presque du miracle. 2 mois pour finaliser un blockbuster de cette ampleur, à une époque où la production peut prendre 6 à 8 mois, relève de l'exploit. Donner aurait aimé peaufiner encore certaines scènes, mais il n'avait clairement pas le temps. Le film sort finalement en salle le 15 décembre 1978. Pour l'occasion, la Warner déploie une campagne marketing colossale entre 6 et 7 millions de dollars investis dans la promotion. Et le pari est largement gagné. La critique salue l'ensemble, la performance sincère et touchante de Christopher Reeve, l'ampleur visuelle inédite, les effets spéciaux novateurs, la musique envoûtante de John Williams. Au box-office, c'est un raz-de-marée. Plus de 300 millions de dollars récoltés à travers le monde. Un triomphe absolu. Et surtout, le point de départ d'un nouveau genre. Le film de super-héros moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avec Superman, Richard Donner réussit l'impossible, faire croire à toute une génération qu'un homme peut réellement voler. Excusez-moi. Mais le long métrage n'est pas seulement une prouesse technique pour son époque, c'est une véritable déclaration d'amour au mythe, au héros, au cinéma. Il y a un mélange incroyable d'émerveillement enfantin, de grandeur épique et une vraie tendresse pour ses personnages. Christopher Reeve incarne avec une sincérité désarmante ce double rôle complexe de Clark Kent et de son alter ego venu de Krypton. Il n'est pas juste convaincant, il devient immédiatement Superman. Notre pays est enfin en sécurité, Superman. Et cela grâce à vous. Nous faisons partie de la même équipe. Le reste du casting brille tout autant, de Gene Hackman en Lex Luthor malicieux ou Margot Kidder, vive et piquante dans le rôle de Lois. Encore aujourd'hui, ce premier grand film de super-héros moderne conserve toute sa magie. Il n'a rien perdu de sa puissance émotionnelle ni de son charme. Superman n'est pas juste un classique, c'est une œuvre fondatrice, une véritable légende portée à l'écran, avec cœur, ambition et une cape rouge flottant fièrement dans le vent.
Pendant le tournage à New York, la fameuse panne d'électricité de 1977 plonge la ville dans le noir. Mais le New York Daily News parvient tout de même à sortir une édition grâce au générateur de la production. Richard Donner se souvient avec malice que Geoffrey Ainsworth, le chef opérateur, était convaincu que la panne venait de son matériel trop gourmand en énergie. Richard Donner a toujours eu un goût amer en repensant aux Oscars de l'année 1979. Ni le chef décorateur, ni le directeur de la photographie ne furent nommés. Une injustice d'autant plus criante pour lui qu'un film comme California Hotel, qui se contentait de recréer un hôtel existant, était cité dans la catégorie direction artistique, alors que le décorateur John Barry avait conçu une ville entière et une forteresse à partir de rien. Gene Hackman, de son côté, ne voulait pas se raser la moustache pour incarner Lex Luthor. Les premières planches de conception montrent d'ailleurs le personnage moustachu. Avant leur rencontre, Donner lui propose un marché. « Tu te rases, je me rase ». Hackman accepte. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Donner ne portait pas de vraie moustache, juste une fausse qu'il enlève sous les yeux ébahis de l'acteur. Comme beaucoup, les créateurs du personnage étaient inquiets à l'idée de voir leur héros adapté sur grand écran. Mais à la sortie du film, leurs doutes s'étaient envolés. Ils furent tous deux enchantés par le résultat. Le tournage du film est une véritable épopée. Planifié sur 3 ans, il a mobilisé jusqu'à 1000 personnes à temps plein, réparties sur 11 plateaux, 3 studios et 8 pays. En tout, plus de 300 000 mètres de pellicule ont été utilisés. À l'époque, c'était le film au budget le plus élevé jamais produit. Marlon Brando, toujours fidèle à ses méthodes singulières, refusait d'apprendre ses répliques, ça je l'ai dit. Mais lors de la scène où il place le bébé dans la capsule de sauvetage, il lit son texte directement sur la couche du nourrisson. Et voilà, c'est tout pour Superman. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.